Mesdames et messieurs, je vous invite à vous asseoir. Ladies and gentlemen, we invite you to sit, please. Pour l'ensemble, à mon commandement, garde à vous. Présentez. Un. Mesdames et messieurs, le 6 juin 1944, à 6h30, les hommes du 8e régiment d'infanterie du colonel Van Fleet s'élancent les premiers à l'assaut de Utah Beach. Ils ont eu un peu de chance. Les courants marins ont entraîné les barges de débarquement à 2 km de l'endroit où les troupes américaines sont censées débarquer, sur une étendue de plage bien moins défendue que prévu. Constatant l'écart, le général de brigade Teddy Roosevelt, qui a tenu à débarquer au milieu de ses hommes en première ligne, déclare « Nous commencerons la guerre à partir d'ici ». Galvanisés par le calme et la présence du général, les GI vidèrent la plage de ses occupants allemands en 1 heure. Le colonel Caffey, à la tête des sapeurs de la 1st Special Engineer Brigade, fait partie de la première vague. Dès que la plage est libre, les sapeurs la dégagent des obstacles et commencent la construction du port de Utah Beach. Pour autant, 197 soldats américains payèrent leur engagement de leur vie en ces lieux ce 6 juin. La cérémonie à laquelle vous allez assister est dédiée à la mémoire des soldats tombés sur cette plage en juin 1944. Nous vous prions donc de bien vouloir observer une attitude de recueillement en limitant vos déplacements, en observant un silence de rigueur et en éteignant vos téléphones portables.
Cette cérémonie est présidée par Madame Paul Véman-Masson, préfet de la Manche, en présence de Madame Hartley, l'ambassadeur des États-Unis à Paris. Elle se déroule en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires françaises et étrangères, dont M. Fortenberry, membre du Congrès des États-Unis, M. Bass, ancien ministre et président du Conseil départemental, M. Gosselin, député, le Major General Gaylor, commandant adjoint au général commandant des forces armées américaines en Europe, le général Hogg, commandant les forces américaines en Europe, le vice-amiral Trojan, chef d'état-major de la marine danoise, le vice-amiral d'escadre Carlier, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, et le lieutenant-colonel Talbot, représentant de la République fédérale d'Allemagne en France. Les formations militaires présentes sont la musique des forces américaines en Europe, la fanfare du 6e régiment du génie d'Angers, le drapeau de la garde nationale danoise, le drapeau des forces navales américaines en Europe, un détachement de la 4e division d'infanterie américaine, une section composée de militaires de la 22e compagnie d'appui du 6e régiment du génie d'Angers et du groupement de soutien de la base de défense de Montauban à Jean. Et enfin, un détachement de militaires allemands de la Stabshund Vermeldung Company, Luftwaffe Brigade 1, sous le commandement du lieutenant-colonel Talbot. La cérémonie officielle comprendra l'arrivée des autorités, des allocutions, l'hommage aux morts et une remise d'insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Nous allons accueillir les drapeaux des associations patriotiques de la Manche. Symbole des combats menés en France, comme sur les théâtres extérieurs, ils rappellent les souffrances de nos soldats et le prix de la liberté. Monsieur, Monseigneur Lagoutte, évêque, va prononcer une bénédiction. Je vous demande donc tous de vous lever. Please raise. Gardez-vous. Nous avons raison d'évoquer le passé avec cette force. Le passé nous est dans nos mémoires, mais nous devons faire face à l'avenir. Et tout à l'heure, nous avons déjà prié face à la mer. Je ne peux pas ne pas penser qu'actuellement, à Sarajevo, le pape François fait aussi un voyage pour encourager la construction de la paix. C'est en union avec lui que nous pouvons nous recueillir. Et je propose pour ceux d'entre vous qui sont chrétiens de dire avec moi la prière des chrétiens, le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous accompagne, qu'il accueille dans sa paix tous ceux et toutes celles qui ont donné leur vie pour les autres, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allocution de Monsieur Millet, maire de Sainte-Marie-du-Mont. Vous pouvez vous asseoir.
il y a 71 ans, malgré des signes de résistance, c'est un pays résigné, sous le joug de l'occupant, qui n'attendait rien, qui n'espérait rien, et qui n'espérait peut-être en rien, qui a vu se lever à l'aube de ce 6 juin 1944, sur ces plages paisibles de Normandie, une immense espérance. Un déploiement humain et matériel considérable. La ronde infernale des avions larguant dans la nuit les parachutes de l'espoir, le bruit des bombardiers et au petit matin, le débarquement des péniches, les célèbres Higgins Boat sur nos côtes. Chers amis vétérans, qui êtes ce matin à nos côtés, vous étiez de ceux qui ont fait de ces noms Utah Beach, 40 ans, Sainte-Mère Église, les mythes de notre histoire. Arrivés sur notre sol, vous avez allumé la flamme de la liberté en nous redonnant l'espoir. C'est toute une population qui s'est mise à rêver de paix, de liberté et de fraternité. En traversant nos villages, libérés de l'occupant, vous avez déclenché de grands mouvements de partage et de fraternité. Aujourd'hui, notre reconnaissance est à la mesure de ce que vous avez accompli en venant donner sur notre sol une part de votre jeunesse, une part de votre enthousiasme, peut-être une part de votre insouciance, et pour d'autres, leur vie. Qu'avons-nous fait de votre message? Qu'avons-nous fait de votre exemple? Avons-nous retenu les leçons du passé? Notre pape a rappelé dernièrement que la paix n'est pas un produit industriel, elle est un produit artisanal. Nous sommes tous des artisans capables de faire même des petites choses pour la paix. Merci à vous. Merci, Madame la Préfète, représentant l'État français. Merci, Madame l'Ambassadeur des États-Unis. Messieurs les officiers des États-Unis, du Danemark, d'Allemagne et de France, messieurs les membres du Congrès américain, l'ensemble des élus présents, monsieur le sénateur, monsieur le député, monsieur le vice-président du conseil départemental, président de la communauté de communes, l'ensemble des maires de notre région, les élus de Sainte-Marie-du-Mont, et vous tous, la population locale qui êtes fidèle à ces commémorations. Merci à vous tous qui venez former sur notre terre cette grande communauté qui célèbre aujourd'hui avec vous,
amis vétérans, héros d'hier, la paix et la liberté. Expensive veterans, thank you. Today, our recognition as the measurement of what you achieved, with coming to give on our ground a share of your youth and for some of your life. Thank you, dear veterans. Merci à tous et que cette amitié entre tous les peuples réconciliés soit porteur de paix. Vive tous nos pays, vive les États-Unis et vive la France. Allocution de Monsieur Charles Wilson, vétéran de la 4e division d'infanterie. I'm very happy to be here today. I was here last year and I got invited back by the French government to come back again. And so, what a blessing. And I'm here to share a little about my life and a challenge to each of you that we will always stay free. So I am Charles E. Wilson. I come from Carlisle, Kentucky, and I'm a veteran of World War II. I'm 89 years old now. I was just 18 years old in 1943 when I registered and went to the United States Army and as a soldier. I was contacted 3 days later to go get a physical examination. And then I was sent to physical examination, and I was now a soldier in the United States in 1943. During my training, we went in on the fast track, and nowhere in life did we get to slow down. Everything that happened to me when I was 18 years old. It was a hard, long life, but it was for a good thing. We were on basic training. We were on the fast track. They were waiting on us to come to England for 5 days, and then to France immediately thereafter on the invasion. And so it was very, very, very fast. Then we landed on D-Day Normandy at 6:30 a.m. that morning. And we went inland to give the French people their first taste of freedom after 4.5 or more years. And those people could have gone to the beach that afternoon if they were brave enough, because they had been under captivity for so long. And I made this statement: at the end of the day, if you were brave enough to come back to the beach area for the first time in a long time. Our 4th Division was never allowed to slow down any. After we had cleared the Utah Beach in Normandy, we were sent on to liberate Cherbourg. I was sent up front as a forward observer to help keep the infantry safe as directing artillery fire as needed upon the enemy.
I stayed on the front line 5 days, and then someone would come and relieve me. You couldn't leave until someone did that. If you go up, and I came back after I was there, and I told my fellow soldiers, if you go up there, it's a very dangerous job. Be ye careful. During my second rotation, and my country doesn't recognize this, during the second rotation up front on June 23rd, 1944, 17 days into France, we didn't have watches at that time, and we had to use the sun as our timepiece. Our watches all went haywire on D-Day normally, or before. The mosquitoes were big enough to carry you off. And so they brought some dope in. They supposed to read the instruction, but we didn't. We smeared it on there. Tomorrow morning, our crystals were eating off our watches. So it was sun time from there on. When I was up at Cherbourg this first time, from 9:30 to 10 o'clock sometime, we didn't have the watches. We learned to tell time by the sun. Cherbourg was just outside of the port when I was injured by the German shells. My lieutenant came down to meet me where I was, and he told me that you're wounded badly. And then I replied to him, I'll try to shake it off. But he was right. When I arrived in France, I was very healthy and could do anything. But after the injury, I was totally helpless. I was a basket case. And I was left paralyzed for 15 days. I lay on the ground on a sleeping bag. The days were long and the nights were forever. Everything that I had done had to be done for me. I still hurt today, and I hurt all the way during the war when I was driving a tank. Sometimes it hurt so bad that I'd get up out of the tank driving position and have to hang on for life. On July the 12th, I had to take over the driving position of our tank, M7 tank, because our driver got both legs blown off, and I'd had 1 week of training in Fort Sill, Oklahoma. And now Pat was coming ashore, and he wanted us to lead him to Germany. It was kind of awkward for a while, but I finally mastered it and drove the rest of the war. On August the 25th, on my 19th birthday, we went in to liberate Paris, France, and gave them the freedom. And we were able to stay there 4 days to see the freedom and be able to get back to the people. And we stayed there right next door to Notre Dame Cathedral on the street, and everything was good. We had a major job in freeing all of France and the rest of Europe. It was a big job, but we kept on going and pushing the Germans further and further away from France. The wind. And each time I told we had a saying that we kept using about the German soldiers. When we came ashore, we had never killed a German or a person. So they started firing at us. We had to make a terminology that we would use, and they were called combatants. And if they were a combatant, you had to kill them or to be killed. And we had no saying. As we learned the things about the Germans, if you were keeping the backside of a German next to your front side, he's going toward his home. And we did that. That was our goal for this trip from France to Germany.
Oh, soon after the German soldiers were out of France for good, and they have never been back to recapture France again. We never let up. We saw to it that the 71 years what we did here had been very lasting and good to the French people. We never did look back all the way from D-Day to the end of the war, or go back to any place that we had been. During the war, it was my first time in fighting for freedom. Before Hitler had complete control. I was there when the invasion started, June the 6th, 1944, to help give back the freedom of the peace of France. And I would like to tell you, I said this last year, if you ever need me, I can still raise my leg and kick butts if I can. And I will. That's a promise. My second visit to France was last year when I was invited to come by the French government to help celebrate the 70th year of freedom. We were here for 10 days and I got to see the people of Normandy for the very first time. When we were here on D-Day, they were in seclusion. If they had been out there, our orders was to kill and destroy anything that moves. Nothing is to slow us down for that push through France. So, and of course I said here they were smart, stayed out of position in society. This was my first time. And in my third time, I would like to thank all of you, the French government, the people in the French government, for this high honor of representing me in the 4th Infantry Division. My tank crew members, families, and I truly appreciate the recognition that you have given us for what we did, helping each and every person in France have a happy and a good life. May the world be blessed and safe for the future. I will end with I will salute you in silence with a hand salute and say to you, have a great life with your family. Keep France free as you are now, as you have been for 71 years today. And I want to say God bless France and God bless America and the rest of the world, that we all may live in peace and love. Thank you very much. Love, Charles E. Wilson, and I salute you. Thank you very much. Thank you. You do a good job. Mon nom est Charles E. Wilson, de Carlisle, Kentucky, et je suis un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai aujourd'hui 89 ans. Lorsque je fus appelé sous les drapeaux en 1943, j'avais à peine 18 ans. Je fus contacté 3 jours plus tard pour m'entendre dire que je devais subir un examen physique pour devenir un soldat de l'armée des États-Unis à partir de 1943 jusqu'à la fin de la guerre. Nous avons vécu un rythme effréné pendant l'entraînement de base à Fort Sill, en Oklahoma. Je fus ensuite envoyé en Angleterre pour être affecté à la 4e division d'infanterie 5 jours seulement avant l'invasion du jour J en Normandie. Le peuple français est devenu libre en seulement quelques heures. À la fin de la journée, s'ils étaient assez courageux, ils pouvaient revenir à la plage pour la première fois après une longue période d'interdit.
La 4e division d'infanterie n'a jamais été autorisée à ralentir son avancée. Après avoir sécurisé le secteur de Utah Beach en Normandie, nous avons poursuivi au nord pour libérer Cherbourg. Je fus envoyé sur le front en tant qu'observateur, afin que l'infanterie puisse avancer en toute sécurité, en orientant l'artillerie quand il le fallait. Pendant 5 jours, je restais sur le front, puis quelqu'un d'autre me remplaçait. Ma première rotation fut du 12 au 17 juin 1944. J'ai dit aux autres, si vous allez là-bas, sachez que c'est très dangereux. Lors de ma 2e rotation à l'avant-poste le 23 juin 1944, notre 17e jour en France, aux environs de 9h30, 10h, heure solaire. Pourquoi? Nous n'avions pas de montre, de sorte que nous avons appris à lire le temps en regardant le soleil. Nous étions près de Cherbourg, juste à l'extérieur du port, lorsque je fus blessé par des obus allemands. Mon lieutenant est venu, là où je me trouvais après le bombardement, pour me dire que j'étais gravement blessé. Je lui ai dit que j'essaierais de reprendre le dessus, mais il avait raison. Quand j'ai débarqué en France, j'étais en très bonne santé et pouvais tout faire. Mais après la blessure, je devins totalement impuissant. J'étais considéré un cas désespéré, paralysé pendant 15 jours, allongé sur un sac de couchage au cœur du champ de bataille. Les journées étaient longues, mais les nuits l'étaient plus encore. Tout devait être fait pour moi, mais on ne m'a jamais emmené dans un centre médical ou un hôpital. J'ai encore mal aujourd'hui, tous les jours, depuis le 23 juin 1944. Le 12 juillet 1944, j'ai pu prendre le poste de conducteur de char lorsque notre chauffeur a eu ses 2 jambes arrachées par une mine. Pendant le reste de la guerre, je fus conducteur de char. Le 25 août 1944, jour de mon 19e anniversaire, je me trouvais à côté de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour aider à libérer la ville de Paris. Nous avions comme objectif majeur de libérer toute la France et le reste de l'Europe. C'était un travail immense, mais nous avons continué à avancer, repoussant les Allemands de plus en plus hors de la France. Un vieux dicton dit « Si le dos d'un soldat allemand est devant toi, c'est qu'il se dirige dans la bonne direction, son pays. » Cela fut notre objectif quotidien. Bientôt, tous les soldats allemands furent repoussés hors de France pour de bon. Ils n'ont jamais essayé de reprendre de nouveau la France. Nous n'avons jamais baissé notre garde. On s'en est assuré il y a maintenant 71 ans. Ce que nous avons accompli est bien et perdure dans le temps. Nous n'avons jamais regardé en arrière, du débarquement le jour J à la fin de la guerre, ou revenir dans les endroits que nous avons pris aux Allemands. Je vins pour la première fois en France pendant la guerre, pour combattre la tyrannie d'Adolf Hitler, avant qu'il devienne maître du monde. J'étais présent le 6 juin 1944, quand l'invasion a commencé pour libérer le peuple français. Et je voudrais vous dire, si jamais vous avez encore des problèmes, je reviendrai pour botter des fesses, afin que votre liberté reste éternelle. Ma 2e visite en France a eu lieu l'année dernière, lorsque je fus invité par le gouvernement français pour célébrer 70 ans de liberté. Nous étions ici pendant 10 jours, et j'ai pu rencontrer pour la première fois les gens de Normandie. Nous n'en avions vu aucun lorsque nous combattions contre les Allemands. Les Normands étaient très astucieux pendant les combats. Ceci est maintenant ma 3e visite en France. Je tiens à remercier chacun d'entre vous, présents, et le gouvernement français pour cet insigne honneur de représenter la 4e division d'infanterie. Les familles des membres de mon équipage et moi-même apprécions sincèrement la reconnaissance que vous nous avez donnée pour ce que nous avons accompli au péril de notre vie, en aidant chaque personne en France d'avoir une vie heureuse et vivre libre. Que le monde soit béni et sans danger pour l'éternité. Je vous salue en silence par un salut de la main pour vous dire à tous,
Ayez une belle vie avec vos familles. Assurez-vous que la France reste libre, comme elle est aujourd'hui et comme elle a été pendant 71 ans. Que Dieu bénisse la France et l'Amérique et le reste du monde. Charles Wilson. Allocution du général Hogg, commandant des forces américaines en Europe. Day is done, gone the sun, from the lakes, from the hills, from the skies. All is well, safely rest, God is nigh. Fading light dims the sight, and a star gems the sky, gleaming bright. From afar, drawing near, falls the night. Thanks and praise for our days, near the sun, neath the stars, neath the sky. As we go, this we know, God is nigh. These are the original words to taps, a mournful sound played to honor our fallen. It's also played to signify the end of a day. But regardless of when it is played, it has heart-wrenching and emotional meaning to all who have served, to all who have fought, and to all that have lost comrades in battle. Madam Ambassador, Congressman, Archbishop, distinguished visitors, guests, family members, the troops out on parade, and most importantly, our veterans. Good afternoon, and thank you for being here today. This afternoon, we gather to honor the courage, commitment, and sacrifices of the troops who landed here at Utah Beach. The magnitude of what took place along these shores is difficult to comprehend by today's standards. Reflect for a moment. Sailing across the channel, cooped up in a ship, transferring to Higgins boats, bouncing across the waves, hoping to land at the right beach. Artillery shells exploding, machine gun fire strafing the beaches, the noise, the confusions, friends dying, brave young men storming the beach, ignoring their fears, fighting for their brothers in arms, and ultimately succeeding. That was D-Day. So today, gazing out across these shores, we know that the men of the 4th Infantry Division who made this landing successful were warriors. And so to honor these warriors today, this greatest generation, I'd like to read to you a poem that was written by Captain Blake Russell, who was killed in action on his second deployment to Iraq on July 22nd, 2006, while assigned to the 4th Infantry Division. And this poem is called A Warrior's Soul. A warrior's soul. What is it that makes a warrior's soul? What makes him rise above the rest? Is it his desire to achieve some goal, or just be the best? No, a warrior is a champion, but he is so much more. Inside him, he lives a spirit that is capable of war. He can kill when he needs to. He can destroy without remorse. He understands the cost of freedom, for his is liberty's source. He holds the sword for his country. He would die before letting go. He marches into battle, ready to take on any foe. Yet a warrior is a poet. He understands what he must give. In order to be willing to die, he must also want to live. He has seen how cruel the world can be and how fortunate he has been. He has lived such a blissful life, yet been surrounded by so much sin. A warrior's soul is haunted. It straddles good and bad. A warrior's soul is filled with love, but his soul is also sad. A warrior is a contradiction, for he is able to kill, but what makes a warrior special is that his job is really to heal. So on this D-Day weekend, amongst our fallen warriors and those that survived,
let us not forget what this event is all about. It is about honoring those who gave the ultimate sacrifices and whose voices will no longer be heard. It's understanding that the price of freedom, it is not free. It is filled with blood, sweat, tears, lives lost, hearts broken, and sorrow. It's acknowledging that only a few, the strong and the brave, are willing to protect the many. It's remembering that when a soldier dies in battle, they will not be forgotten by family, friends, or grateful nations. It's accepting that through their efforts, generations of families and nations continue to taste the sweetness of liberty and freedom. So to this greatest generation, we say thank you and job well done. We will never forget. And to my 4th Infantry Division brothers, steadfast and loyal, thank you. Allocution de Madame Hartley, ambassadeur des États-Unis à Paris. Madame le Préfet, General Hogg, Monsieur le Maire, Mr. Wilson, my new friend from Kentucky, honored veterans, distinguished guests, ladies and gentlemen. 71 years ago today, this beach witnessed the largest amphibious assault in the history of the world. Nothing like it had ever been seen before. Hundreds of landing craft, like what we saw this morning, unloaded thousands of men and vehicles on this narrow strip of sand. Just try to imagine what this place must have been like that morning. The chaos of men and vehicles. Bullets flying, bombs exploding, and now a place of peace, thank God, and beauty. As my husband and I were driving here this morning, I could not help but notice the American and French flags on display throughout your beautiful countryside. And for me, nothing symbolizes the legacy of D-Day better. I am delighted to see that the friendship between our two countries runs so deep. The famous story goes that when General Teddy Roosevelt Jr. landed here at Utah Beach on June 6, 1944, he immediately realized that the first wave had landed about a mile south of where they were supposed to be. But in a typical American way, no problem, he must have thought to himself, and he exclaimed, "We'll start the war from right here." But let us be clear, commemorating the battle that General Roosevelt and the brave, brave men of the 7th Corps, including the 4th Infantry Division and the 90th Infantry Division, that began here on Utah Beach. That battle led to VE Day almost a year later. But our celebration is not a celebration of violence. We do not rejoice in the loss of life or the destruction of homes, churches, crops, and livestock. Commemorating D-Day in this way is not about triumph of force, but rather we celebrate what was formed because of it, the birth of the transatlantic community and the beginning of European and transatlantic institutions that continue today as positive forces of peace, change, and growth. Out of the ashes of World War II, the US and Europe collectively forged a new community together, anchored in shared institutions to secure and hold the peace, and brought an unprecedented era of peace, prosperity, and stability to Europe. So let us celebrate with gratitude the new birth of freedom
that these brave men, with their sacrifices here in 1944, and continue to honor their memory by continuing to fight for freedom throughout the world. We owe it to them to continue the struggle, just as much as we owe it to our children and those to whom we leave this legacy of peace and prosperity. May God bless the soldiers, sailors, airmen, Coast Guard men, which my father was one, of Utah Beach. And may God bless all who serve today for peace and security for the world. Vive la France, and may my God bless the United States of America. Thank you. Allocution de Madame Paul V. Montmasson, préfète de la Manche. Madame l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Mesdames et Messieurs, autorités civiles et militaires qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, il y a 71 ans, ce 6 juin 1944, c'est par cette plage que les nations alliées, au premier rang desquelles figuraient les États-Unis d'Amérique, firent renaître l'espoir dans le cœur des Français. C'est par ce petit bout de terre que débuta la reconquête du territoire national et que vint enfin, après tant d'années de douleur et de larmes et au terme d'une année de combat, la libération de l'Europe, le 8 mai 1945. Le site désormais historique d'Utah Beach porte toujours les traces de ces combats, des drames et des actes de bravoure qui se jouèrent ce matin-là. Cette plage nous connecte à ce passé, elle nous lie à ces milliers de jeunes héros qui vinrent combattre et tomber ici. Surtout, elle fait naître en nous une émotion intense qui ne s'estompe guère avec le temps et qui, au contraire, nous pousse à venir et ravenir encore pour nous confronter à cette terrible histoire. Ces plages et cette terre de Normandie sont à jamais marquées par la détermination, le courage et le sang des héros. Depuis 71 ans, les commémorations réunissent en Normandie des dizaines de milliers de personnes venues du monde entier. Elles se rassemblent autour des valeurs de courage, de paix, de liberté et de fraternité, défendues ardemment par ces héros et portées encore aujourd'hui par les vétérans qui nous font l'honneur et l'amitié d'être présents et que je salue avec respect. Par ces rassemblements solennels, nous nous souvenons, certes du passé, et nous honorons nos morts aussi, mais surtout nous construisons l'avenir. Cet avenir, il est entre les mains de notre jeunesse, et nous devons lui léguer les valeurs qui ont été défendues par ces combattants. Chaque année, des milliers de jeunes se rendent sur ces plages pour se confronter à cette histoire héroïque et tragique. Ils sont des milliers de se rendre aussi sur les nécropoles militaires qui parsèment notre région. Ils sont des milliers à se recueillir sur les tombes des jeunes soldats tombés pour notre liberté. Cette jeunesse, elle va avoir la charge de construire le XXIe siècle. Il serait tragique qu'elle n'ait pas une idée claire des événements dramatiques de la Seconde Guerre mondiale, qu'elle oublie ce qu'ont été les épreuves rencontrées par nos pays. Car la liberté, car la paix ont été acquises grâce au sang versé par toute une génération d'hommes et de femmes qui se sont engagés pour les reconquérir. Les jeunes soldats qui sont morts sur nos plages en portant le flambeau de la liberté des peuples, les résistants qui partout en Europe ont voulu maintenir l'espoir dans le cœur de leurs compatriotes, ces hommes, ces femmes doivent encore et toujours porter en exemple. La cérémonie nationale du 27 mai dernier à Paris, qui vit l'entrée au Panthéon de 4 résistants, combattants de l'ombre, 2 hommes, 2 femmes, Pierre Brossolette, Jean-José, 2 femmes, Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle-Antonios, montre à quel point notre nation est toujours attachée aux valeurs de la résistance, à quel point également celles-ci sont d'actualité. Ces 4 résistants portaient en eux les fondements de la République et le besoin viscéral de défendre la liberté. En faisant leur entrée au Panthéon, la nation tout entière leur a rendu un hommage éternel. Les soldats alliés qui participèrent aux opérations de l'été 1944
portaient ces mêmes valeurs en eau lorsqu'ils ont débarqué. C'est le message, le symbole que transmet le mémorial Higgins que nous avons inauguré il y a quelques instants. Un monument qui, par sa scénographie et son architecture, interpelle et questionne. Un monument qui pousse à la réflexion et invite au recueillement. Et finalement, un monument dont on s'éloigne avec respect, humilité et reconnaissance. Depuis 71 ans, chacune de ces cérémonies, chacun de ces monuments est une pierre de plus dans la construction du Panthéon que la Normandie et la France entière dédient aux soldats américains et aux alliés morts pour la libération de notre pays. Soyez assurés que cet hommage ne faiblira jamais. En tant que représentant de l'État, mais également en tant que citoyenne française, je remercie chacun d'entre vous, représentants des nations alliées, élus militaires, présidents d'associations citoyens, pour le rôle actif que vous jouez encore aujourd'hui dans la transmission de la mémoire de ce conflit, dans la transmission de l'héritage de ces combattants. Ces moments de partage, ces moments de cohésion autour d'une histoire et des valeurs communes font la force de nos nations et la richesse de l'amitié qui unit nos peuples. Vive la liberté, vive l'égalité, vive la fraternité, vive les États-Unis d'Amérique, vive la France. Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant rendre hommage aux morts en procédant à un dépôt de gerbes qui sera suivi d'une minute de silence, puis des hymnes nationaux américains, allemands et danois, suivis de la Marseillaise. Je vous demande de bien vouloir vous lever et vous découvrir jusqu'à la fin des hymnes nationaux. Garde à vous. Présentez. Arme. Dépôt de gerbes par Madame Paul Montmasson, préfète de la Manche. Dépôt de gerbes par Madame Hartley, ambassadeur des États-Unis à Paris. Dépôt de gerbes par le général Hogg, commandant les forces américaines en Europe. Dépôt de gerbes par M. John Roman, 12e régiment d'infanterie, 4e division, accompagné de Mme Ingrid Antlil, directrice du musée de Unita Beach. Dépôt de gerbes par M. Bass, ancien ministre et président du conseil départemental. Dépôt de gerbes par M. Gosselin, député. Dépôt de gerbes par M. Millet, maire de Sainte-Marie-du-Mont. Dépôt de gerbes par M. L'Honneur, président de la communauté de communes de la baie du Cotentin et maire de 40 ans. Dépôt de gerbes par M. Quétier, maire de Sainte-Mère-Église.
Dépôt de gerbe par le vice-amiral Troyan, chef d'état-major de la marine danoise, et M. Eugene Olsen, président de la Fondation commémorative à la Résistance. Dépôt de gerbe par le lieutenant-colonel Taubert, au nom du général de brigade aérienne Poff, attaché de défense de la République fédérale d'Allemagne en France. Dépôt de gerbe également pour la 90e division d'infanterie, au nom de Charles de Valavieille, et de la 1st Engineering Special Brigade, avec Jack Appett, vétéran.
Madame Paul Vémont-Masson, préfet de la Manche, va remettre l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur à messieurs George Klein, Vernon Miller, Lyman Pegram et Charles Wilson, vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Garde à vous. Récipiendaire, gardez vos empattements. Ouvrez le banc. Mr. Wilson, in the name of the French President of the Republic, I give you this medal of Chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Pegram, au nom du Président de la République, nous vous remettons la distinction de Chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Vernon C. Miller, au nom de Monsieur le Président de la République, nous vous remettons la distinction de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Fermez le banc. Repos. Nouveau décoré, rejoignez vos rangs.
Mesdames et messieurs, je vous invite à regagner les rangs, s'il vous plaît, pour que nous puissions clôturer. Ladies and gentlemen, I would like you to go back to your seats so we can close the ceremony. Thank you very much. Mesdames et messieurs, je vous invite à regagner votre place, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, I ask you to come back and sit, please. Messieurs les photographes, je vous invite à regagner votre place, s'il vous plaît. Messieurs. Les autorités vont maintenant quitter le site. Elles vont auparavant saluer les porte-drapeaux. Garde à vous.
Présentez. Armes. Reposez. Armes. Repos. Les drapeaux des associations patriotiques vont maintenant quitter le dispositif. Je vous remercie pour votre silence. Garde à vous. Les troupes vont maintenant quitter le dispositif. Je vous demande bien de vouloir dégager la place afin de les laisser passer. Les troupes vont maintenant quitter le dispositif. Je vous demande de bien vouloir dégager la place afin de les laisser passer. Garde à vous.
Aux ordres de chef de détachement pour Ferro. Je vous remercie de votre participation à la cérémonie qui vient de se dérouler. Je vous rappelle la rencontre ce soir au musée d'Utah Beach avec les acteurs de la série Band of Brothers. Et enfin, je vous souhaite une très agréable journée. Merci. Stand fast!